les habitants du Royaume-Uni ont activement collecté de l'argent pour soutenir la nounou et ses proches. La somme totale des dons a atteint environ un demi-million de dollars. De grandes manifestations de soutien à Louise ont eu lieu dans tout le pays. Les participants plaidaient pour sa libération. 10 jours après le prononcé du verdict, le juge a annulé la décision précédente. À ce moment-là, Louise avait passé environ 8 mois en détention. Après un examen minutieux des dossiers de l'affaire, la nouvelle juge a conclu que ce qui s'était passé était dû à l'inexpérience et l'immaturité de Louise et non à une mauvaise intention. Elle a cela été condamnée à la peine déjà purgée de 289 jours, ce qui signifiait sa libération immédiate. Les partisans de Louise ont accueilli cette nouvelle avec grand enthousiasme. L'ambiance était festive, bien que ce qui s'était passé avec le petit Matthew soit resté dans l'ombre. Il semblait oublié, même si la jeune femme n'avait pas de responsabilité directe dans l'incident. Les parents de Matthew ont essayé d'obtenir justice et le procureur était convaincu d'une longue peine de prison pour Louise. Il a mentionné une affaire similaire de l'année précédente où l'accusée est toujours en détention. Pourquoi seule cette gardienne a-t-elle obtenu la liberté ? s'est demandé l'auteur. Selon lui, cette décision semblait injuste et contradictoire, considérant que Louise Woodward a passé moins de temps en prison que Matthew Ippon n'a vécu. La famille Ippon a déposé une plainte civile qui a été réglée devant les tribunaux. La gardienne a accepté de remettre tous les fonds collectés dans cette affaire sensationnelle, y compris les revenus des publications et interviews, à la famille affectée. En 1998, l'ancienne gardienne est retournée dans sa ville natale en Grande-Bretagne. Plus tard, elle s'est inscrite à la faculté de droit de l'université South Bank de Londres. Elle a expliqué son choix de carrière par son intense implication dans les questions juridiques pendant le procès. En 2002, Louise a obtenu son diplôme avec mention et a commencé sa carrière d'avocate. Mais après 1 an, elle a abandonné la pratique juridique et est devenue professeure de danse. Plus tard, elle a uni sa vie à l'homme d'affaires Anthony Elkis, propriétaire d'une entreprise de transport, et en 2014, ils ont eu une fille. Elle a écrit plusieurs livres et est souvent apparue dans les médias pour raconter son histoire. Dans les interviews, Louise a toujours souligné sa non-implication dans l'incident avec son protégé et considérait son arrestation comme une erreur. Selon elle, le système judiciaire américain cherche toujours des coupables. Néanmoins, elle s'est montrée reconnaissante que la justice ait clarifié la situation. Aujourd'hui, Louise, âgée de 45 ans, mène une vie normale sans remords et beaucoup soutiennent sa position. Les parents de Matthew, Deborah et Isunil Ipen ont quant à eux fait face à la condamnation sociale. Ils ont été critiqués pour avoir accordé trop d'attention à leur carrière et négligé les soins familiaux. Beaucoup n'ont pas compris leur décision d'embaucher une aide inexpérimentée juste parce qu'elle était moins chère. En raison de la résonance publique, la famille Ipen a déménagé et garde sa nouvelle adresse strictement secrète. On sait qu'ils ont eu 2 autres enfants, que Deborah élève maintenant elle-même, se passant de nourrice. Les parents de Matthew ont créé une fondation caritative à l'hôpital pour enfants de Boston pour améliorer la sécurité et le bien-être des enfants. Les experts modernes soulignent que des complications peuvent survenir même avec des impacts mineurs. La défense a souligné l'absence de signes extérieurs d'incident, ce qui pourrait indiquer un incident moins grave que ce que l'accusation prétendait. Les experts ont également noté que certains signes indiquaient une origine plus ancienne des problèmes de santé, bien que les parents l'aient nié. Les avocats ont suggéré que les actions auraient pu être déclenchées par un état de panique. La nounou, dans sa confusion, essayait d'aider son protégé. Malheureusement, le plus jeune des frères ne pouvait pas témoigner en raison de son jeune âge.
Il ne comprenait pas ce qui s'était passé et demandait souvent à ses parents des nouvelles de son frère aîné. Pendant les audiences, Louise Woodward a montré un comportement inhabituel. Lorsqu'elle démontrait ses actions ce jour-là, elle souriait plusieurs fois de manière inappropriée, ce qui a été expliqué par un stress intense. La défense a souligné sa jeunesse et l'impact des événements sur sa psyché. Elle a également nié ses déclarations initiales aux enquêteurs. La nounou s'est plainte de la charge excessive dans la famille Appen. Selon ses dires, elle était venue aux États-Unis pour des vacances et du plaisir, pas pour un travail aussi exigeant. Néanmoins, l'accusée a maintenu qu'elle n'avait rien à voir avec l'incident. Elle a affirmé n'avoir jamais montré d'agressivité envers ses protégés. Devant le tribunal, les proches de Louise venus de Grande-Bretagne l'ont décrite comme une personne douce et maîtrisée. Ils ont parlé de sa religiosité, de son végétarisme et de sa passion pour jouer de la clarinette. Cependant, ses connaissances américaines l'ont caractérisée différemment, comme une fêtarde. Devant le tribunal ont témoigné 3 anciens employeurs qui l'avaient licenciée pour incompétence et irresponsabilité. L'accusation a particulièrement souligné les incohérences temporelles dans les actions de la gardienne d'enfants. À 15h15, elle a constaté que Matthew ne montrait plus de signes vitaux. Elle a commencé les mesures d'aide et a essayé de joindre les parents, mais ils n'ont pas répondu. Ce n'est qu'après une demi-heure qu'elle a finalement appelé les secours. Louise a répondu qu'elle était confuse à cause du stress et qu'elle avait longtemps essayé de gérer la situation seule. Pendant tout le procès, Louise s'est comportée inhabituellement calmement, souriant même parfois, mais n'a jamais montré de regret pour ce qui s'était passé. Quand elle parlait de ses protégés de la famille Ibben, elle les décrivait comme charmants. Le procès a été diffusé en direct à la télévision britannique. Presque tout le pays a suivi le déroulement de l'affaire, avec de nombreux spectateurs soutenant la gardienne d'enfants. Le 30 octobre 1997, les jurés ont déclaré Louise coupable. Elle s'est adressée au juge en demandant la clémence. « S'il vous plaît, ne me forcez pas à passer toute ma vie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Mais ses supplications sont restées vaines. Le tribunal l'a condamnée à la prison à perpétuité avec la possibilité de demander une libération après 15 ans. Lors du prononcé du verdict, Louise n'a pas pu retenir ses larmes et n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle répétait « Pourquoi ? Je n'ai rien fait. » Jusqu'au dernier moment, elle croyait à un acquittement. Sa mère a soutenu sa fille pendant le procès et a parlé d'une grave erreur judiciaire. En réalité, les opinions des jurés étaient initialement divisées. Certains croyaient que Louise n'était pas impliquée dans l'incident et que tout était dû à un ancien traumatisme. Cependant, après délibération, ils sont parvenus à une décision unanime sur sa participation. Plus tard, il s'est avéré que ceux qui penchaient pour l'acquittement ont été convaincus d'accepter le verdict de culpabilité. Cette affaire a suscité une grande attention publique, tant aux États-Unis que dans le pays d'origine de l'accusé, la Grande-Bretagne. Vers 16h, Deborah, la mère de l'enfant, a remarqué un appel manqué de Louise, reçu vers 15h15. Elle a également découvert un message de la gardienne marqué « Urgent ». La femme a immédiatement quitté son patient à l'hôpital et contacté Louise, qui l'a informée de l'incident. En apprenant la nouvelle, la mère est devenue extrêmement agitée, a quitté précipitamment son lieu de travail et s'est précipitée vers l'établissement médical où son enfant avait été transporté. En chemin, la femme n'a pas cessé d'espérer que Matthew irait bien. Arrivée à l'hôpital, elle s'est présentée comme professionnelle de santé avec une formation appropriée et a demandé la permission d'examiner le patient. En tant qu'ophtalmologue, elle a immédiatement remarqué de sérieux changements dans la zone oculaire du petit. À ce moment-là, le personnel médical a contacté les autorités en raison de l'état préoccupant du patient.
et celles-ci se sont dirigées vers la maison de la famille Hippon pour parler avec la gardienne. Ils ont trouvé Louisa à la maison, où elle s'occupait d'un autre protégé. La jeune femme semblait agitée et abattue. Elle a raconté que Matthew avait été agité depuis tôt le matin et avait souvent pleuré. Toutes que ses tentatives pour le calmer avaient échoué. À la fin de la conversation, Louisa a admis qu'elle avait peut-être été trop sévère. Quand le petit n'arrêtait pas de pleurer, elle était désemparée et ne savait pas quoi faire. En essayant de le calmer, elle avait bercé Matthew trop fort. Dans un moment de désespoir, elle l'a posé imprudemment sur le lit avec des serviettes. Et plus tard, en le portant à la salle de bain, il a glissé de ses mains et a heurté le sol. Ces paroles sont apparues particulièrement inquiétantes compte tenu de l'état grave de Matthew. Le lendemain, les forces de l'ordre ont arrêté Louise et porté plainte pour actes illégaux. Pendant ce temps, les médecins n'ont constaté aucune amélioration dans l'état de Matthew et n'ont pas donné de pronostic optimiste. Les médecins estimaient que même en cas de guérison, les conséquences pour sa santé seraient irréversibles. Les époux Epen, ayant une formation médicale, ont reconnu la gravité de la situation. Le 9 février 1997, Sunil et Deborah Epen ont pris la difficile décision d'arrêter le soutien médical pour Matthew. Après cela, les accusations contre Louise sont devenues beaucoup plus graves. Sa libération sous caution jusqu'au procès lui a été refusée. Mais elle a continué d'insister sur son innocence et a affirmé que c'était un accident. Avant le début du procès, le 7 mai 1997, Louise Woodward a accepté de se soumettre à un test du détecteur de mensonges. Pendant le test, elle a été interrogée sur les événements de ce jour-là. Elle a nié toute implication dans l'incident et le spécialiste a confirmé la véracité de ses réponses avec une probabilité de 95%. Le 7 octobre 1997, un procès complexe a commencé à Cambridge, Massachusetts. De nombreux professionnels médicaux y ont participé. Dans la salle d'audience, une vive discussion s'est développée sur l'état de Matthew et les actions de la gardienne. La plupart des experts doutaient de la version de Louise concernant un incident accidentel. Selon eux, la nature des blessures suggérait un incident plus grave. La défense a présenté des contre-arguments, soulignant que les problèmes de santé de Matthew étaient apparus plusieurs semaines avant l'incident, avant même que la gardienne n'arrive dans leur maison. L'avocat a suggéré une possible implication des parents, Sunil et Deborah Epen, dans des soins inappropriés. Cependant, Louise a affirmé n'avoir jamais remarqué de problème chez Matthew auparavant. La gardienne a rapporté que Matthew était tombé près des escaliers la veille de l'incident. Elle a également expliqué le malentendu linguistique. En tant que Britannique, elle utilisait le mot « pute » pour signifier qu'elle avait posé Matthew doucement et ne l'avait pas laissé tomber, comme cela pourrait être compris en anglais américain. Néanmoins, Sunil et Deborah, épuisés par la recherche d'une aide, ont accepté sa candidature. Ils ont été attirés par les honoraires avantageux de Louise, bien qu'ils aient eu besoin d'une aide ménagère et d'une nounou qualifiée. La jeune gardienne n'avait guère le choix. Après des échecs dans d'autres familles, l'agence menaçait de la licencier. Elle devait garder ce travail pour un revenu stable. Mais Louise voulait sortir, rencontrer des amis et aller à des fêtes. Au début, elle s'est totalement investie dans son travail, ne faisant que des promenades occasionnelles dans Boston pour profiter de la vie urbaine. Mais progressivement, la nounou a commencé à esquiver de plus en plus ses devoirs, demandant constamment des jours de congé et ne pensant qu'au plaisir. Au lieu de surveiller ceux qui lui étaient confiés, elle pouvait passer des heures au téléphone avec sa famille en Grande-Bretagne. Un jour, le père de famille est rentré plus tôt et a trouvé les petits sans surveillance. La nounou est revenue plus tard d'une autre fête. Naturellement, les parents étaient mécontents.
Ils ont parlé à la jeune femme et établi des règles strictes, mais cela n'a pas aidé. Les Ipen la considéraient comme irresponsable et ne voulaient trop pas payer pour ce niveau de service. Quelques jours avant l'incident, les relations se sont particulièrement tendues. Louise parlait ouvertement à ses employeurs de son aversion pour le travail de nounou et de son refus d'avoir ses propres enfants à cause des difficultés avec eux, mais elle a demandé à ne pas être licenciée, citant sa situation financière difficile. Le couple a essayé de discipliner l'aide avec de nouvelles règles. Le 3 février 1997, Deborah Ipen a suggéré à Louise de partir si quelque chose ne lui convenait pas. La nounou a commencé à protester et a promis d'accepter des conditions plus strictes. Les époux ont accepté, mais ont introduit une nouvelle règle pour la sieste. Pas plus tard que 15 heures, pour ne pas perturber le sommeil nocturne. Le lendemain, le 4 février, Louise étant restée seule avec les petits quand les époux sont partis travailler. Selon ses dires, le plus jeune était agité depuis le matin. Elle l'a baigné et l'a mis au lit. À 15h15, quand elle est entrée dans la chambre, elle a remarqué que le petit respirait étrangement. Elle l'a amené dans le salon, a essayé d'aider, mais n'a pas pu joindre les parents. Ce n'est qu'à 15h45 qu'elle a appelé le numéro d'urgence 911 et signalé des problèmes respiratoires chez le petit. Les secours l'ont immédiatement transporté à l'hôpital pour enfants. À l'hôpital, les médecins ont constaté que l'état de Matthew était beaucoup plus grave que ce qui avait été signalé lors du premier appel. L'examen a révélé une blessure extensive à la tête, de graves complications internes et un poignet blessé. Les médecins ont également confirmé la présence de résidus alimentaires dans les voies respiratoires. Le patient a été immédiatement transporté en salle d'opération où une intervention complexe a été réalisée. Ensuite, il a été connecté à des appareils spéciaux, car Matthew était dans un état inconscient. Des spécialistes expérimentés ont conclu que de telles blessures pourraient non résulter de mouvements brusques et d'un fort impact sur la tête. Lors de mouvements rapides, une tête non fixée fait des mouvements oscillatoires, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour la santé. Cela se produit parce que le cerveau bouge à l'intérieur du crâne et déclenche des processus indésirables. Les adultes effectuent parfois de telles actions par désespoir, ne sachant pas comment calmer un bébé qui pleure. Cependant, cela ne fait qu'aggraver la situation. Le bébé pleure encore plus fort. Une exposition prolongée peut conduire à des conséquences irréversibles. Ces cas surviennent le plus souvent chez les très jeunes enfants. Cette affaire n'a pas seulement laissé des traces profondes dans la chronique criminelle, mais est devenue l'un des procès les plus sensationnels, ressemblant à une pièce de théâtre. Cependant, rien n'était mis en scène dans cette histoire. Elle a choqué le public par sa cruauté. Le fait particulièrement inquiétant est que l'auteur est déjà en liberté. Tous les événements pendant l'enquête ont été diffusés en direct à la télévision britannique. Pratiquement tout le pays a suivi le procès. Pour la principale accusée de cette histoire, les audiences sont devenues une sorte de première. Elle était la première Britannique dont le verdict a été pratiquement annoncé en direct. Sunil et Deborah Ipen ont fondé leur famille en 1990 après leur rencontre à l'école de médecine. Sunil, originaire de Chicago, a suivi les traces de son père, un pédiatre. Il est devenu anesthésiste, tandis que sa femme travaillait comme ophtalmologue. En 1994, le couple a eu Brandon, et à partir de ce moment, la charge de travail des jeunes parents a considérablement augmenté. La famille vivait dans un quartier chic de Boston, Massachusetts. Ils venaient de familles respectables. Leurs parents avaient réussi dans l'éducation et la médecine. Le jeune couple aspirait à reproduire ce succès et investissait beaucoup de temps dans les études et le travail. Dans leur belle maison confortable,
régnait la prospérité, mais il manquait de temps pour les tâches ménagères. Pour faciliter le quotidien, ils ont décidé d'embaucher une gouvernante qui vivrait chez eux. Une telle personne devient normalement presque un membre de la famille et combine les tâches d'une nounou et d'une femme de ménage. Contrairement à une nounou ordinaire, elle était constamment dans la maison. Bientôt, Déborah a appris sa nouvelle grossesse. Même en travaillant à temps partiel, elle parvenait encore à suivre des cours de formation continue. Concilier les obligations professionnelles avec la vie familiale n'était pas facile. Les gouvernantes, à qui de nombreuses tâches étaient confiées, ne parvenaient souvent pas à suivre ce rythme. Après avoir changé 3 nourrices précédentes, la famille a invité Louise Woodward du Cheshire britannique. Avant de déménager aux États-Unis, elle vivait chez ses parents. Louise n'avait pas de formation spéciale, mais elle avait un excellent contact avec les jeunes enfants. La jeune femme s'est inscrite dans une agence de placement comme nounou et aide ménagère. On suppose que c'est précisément cette organisation qui l'a aidée à s'installer à Boston et à trouver du travail. En décembre 1996, Louise a commencé à travailler dans la famille EPN, où le plus jeune, Matthew, avait 8 mois. À ce moment-là, la nounou n'avait même pas de connaissances de base en soins aux jeunes enfants. Elle ne savait pas changer les couches et ne connaissait pas les particularités des soins aux très jeunes enfants. Tout devait être appris depuis le début, avec seulement 3 jours de formation. Sur les épaules de Louise ne reposaient pas seulement les soins de Matthew. Elle s'occupait aussi de Brendan, qui avait 2 ans, et effectuait les tâches ménagères. Les difficultés sont apparues presque immédiatement. L'aide avait du mal à gérer la quantité de tâches et à s'adapter à l'emploi du temps serré de la famille. Un tel emploi du temps ne correspondait pas du tout au rêve de Louise d'un voyage en Amérique. Elle voulait remplir sa vie d'aventure et non passer tout son temps à travailler. Quand elle a postulé comme nounou, la jeune femme ne pensait qu'au salaire, sans reconnaître le sérieux de ce poste. S'occuper d'enfants de 8 mois et 2 ans nécessitait une préparation sérieuse, des connaissances solides et une grande responsabilité. Il était difficile d'attendre un tel niveau de compétence de Louise sans formation spéciale ni expérience pratique. L'incident avec la jeune future mère a provoqué une onde de choc dans toute la ville et a forcé les résidents à rester chez eux. Les enquêtes ultérieures ont révélé une vérité bouleversante. Cet incident était un maillon dans une chaîne d'événements mystérieux récents. Bien que les enquêteurs ont réussi à arrêter plusieurs auteurs, de nombreuses circonstances restent enveloppées de mystères. Les enquêteurs expérimentés qui travaillent sur cette affaire arrivent de plus en plus souvent à une conclusion troublante. Celui qui est derrière tout cela continue son dangereux jeu sans être repéré. Malgré tous les efforts de la police, les questions les plus importantes restent sans réponse. Et les preuves suggèrent que l'histoire est loin d'être terminée. Dans la petite ville de Muskegon, dans l'État du Michigan, l'histoire d'Amanda Blackburn a commencé en 1987. Elle a passé sa jeunesse à Indianapolis jusqu'à ce que la famille décide de déménager dans la ville voisine d'Acker en 1995. Le parcours éducatif d'Amanda l'a d'abord menée à l'Académie chrétienne d'Elkhart, dont elle est sortie diplômée en 2006. Elle a ensuite poursuivi ses études en Floride au collège chrétien de Pensacola. Là, le destin lui a fait un cadeau spécial en 2008, la rencontre avec un jeune homme nommé Davey Blackburn. Leur rencontre fut extrêmement romantique par l'intermédiaire d'un ami commun qui organisa un rendez-vous à l'aveugle. Ils ont passé leur première soirée à un concert de musique chrétienne, qui est devenu le début de leur belle histoire. Un lien spécial s'est immédiatement créé entre les jeunes gens et ils ont commencé à se fréquenter. Davey, qui était étudiant en théologie et se préparait à devenir pasteur, partageait avec Amanda sa profonde foi en Dieu.
Leur relation s'est développée à distance pendant plusieurs années, ce qui a apporté certaines difficultés. Mais ils ne craignaient pas les obstacles et travaillaient ensemble pour renforcer leur lien. Le couple a pris très au sérieux la construction de leur relation et a même cherché conseil auprès d'un conseiller familial. Les gens de leur entourage remarquaient la bonté extraordinaire d'Amanda, son âme lumineuse et son grand cœur. Les connaissances parlaient souvent de la façon harmonieuse dont ils se complétaient. Dans leur vie commune, l'amour, la foi et la compréhension mutuelle parfaite se sont unis. Amanda et Davy ont créé un lien vraiment heureux basé sur des sentiments sincères et des valeurs partagées. L'histoire de ce couple a commencé par leur mariage le 1er août 2008. Les jeunes mariés Davy et Amanda ont décidé de s'installer en Caroline du Sud, où ils travaillaient comme pasteurs à l'église New Spring. Leur vie était remplie de projets et de rêves pour l'avenir. 4 ans plus tard, en 2012, ils ont déménagé à Indianapolis. Là, le couple a fondé sa propre église, qui se concentrait sur le travail avec la jeune génération. Bientôt, leur famille s'est agrandie. Leur fils Weston est né. Moins d'1 an plus tard, Amanda a appris sa seconde grossesse. Elle rayonnait toujours de bonté et de chaleur, créait un foyer confortable et prenait soin de ses proches. Mais le destin avait d'autres plans. Le matin du 10 novembre 2015 a commencé comme d'habitude. Davey s'est réveillé à 4h30 et est parti vers 6h pour son entraînement habituel à la salle de sport locale. Amanda était restée à la maison avec l'enfant. Selon ses dires, il a laissé la porte d'entrée déverrouillée. L'entraînement a duré environ 1 heure et s'est terminé à 7h10. Sur le chemin du retour, Davey a parlé au téléphone avec un ami et s'est plongé dans la conversation. Quand il est arrivé à la maison à 7h30, il a décidé de ne pas entrer immédiatement pour ne pas déranger Amanda et Weston pendant leur sommeil. Il est resté dans la voiture et a poursuivi la conversation téléphonique. Ce n'est qu'à 8h20, après avoir terminé l'appel, que Davy est entré dans la maison par la porte d'entrée. Dans le salon, il a trouvé Amanda, 28 ans, allongée immobile sur le sol. Ses vêtements semblaient étrangement désordonnés. La vue a pétrifié l'homme. Quand il est revenu à lui, la première chose qu'il a faite a été de chercher son fils. Arrivé au 1er étage, il a constaté avec soulagement que Weston dormait paisiblement et indemne dans son lit. Immédiatement après, Davey a composé le numéro d'urgence. Lorsque les services d'urgence sont arrivés à la maison, Amanda était dans un état critique. Les ambulanciers l'ont immédiatement transportée à l'hôpital. Un détail important était que la jeune femme était enceinte de 12 semaines. Les médecins ont fait tout leur possible et ont branché tous les équipements médicaux disponibles. Malheureusement, malgré tous les efforts médicaux, le lendemain, le 11 novembre, ni Amanda ni son enfant à naître n'ont pu être sauvés. Lors de l'examen de la scène de crime, les techniciens criminels ont trouvé les effets personnels d'Amanda éparpillés sur la table de la cuisine. Carte de crédit, portefeuille et sac à main. Il y avait aussi un paquet de cigares qui, selon Davy, n'appartenait à personne dans la famille. Ni lui ni sa femme n'avaient cette habitude. Près de l'endroit où Amanda a été trouvée, il y avait une lampe renversée. La situation dans la maison indiquait une confrontation sérieuse. Dans l'appel d'urgence au 911, Dave a signalé la blessure de sa femme. L'examen médical a révélé que la blessure avait été causée par l'utilisation d'une arme à feu. Les experts ont documenté 3 blessures, dans la zone du bras gauche inférieur, du haut du dos et dans la région occipitale. Tous ces détails indiquaient qu'Amanda avait opposé une résistance. Aucun signe d'agression particulière n'a été constaté. Selon les enquêteurs, l'agresseur aurait pu avoir de telles intentions, mais quelque chose en a empêché l'exécution.
Les spécialistes ont minutieusement examiné chaque recoin de la maison. Des échantillons biologiques ont été prélevés près de la scène du crime. De plus, les experts ont sécurisé des particules de peau sous les ongles d'Amanda pour un examen ultérieur. Dans le salon, les enquêteurs ont trouvé un rouleau de ruban isolant et des écouteurs. Ils pourraient devenir des preuves importantes dans l'enquête. Les enquêteurs ont trouvé le téléphone portable d'Amanda dans sa chambre. Une notification bancaire est arrivée à 7h53, activité inhabituelle de la carte. Quelqu'un avait retiré de l'argent au distributeur automatique. En vérifiant son portefeuille, il s'est avéré que ladite carte bancaire manquait. Les événements suivants ont apporté des éclaircissements sur l'incident. Ce matin-là, plusieurs appels inquiétants sont venus du quartier où vivaient Amanda et Davé. Le 10 novembre, à 5h23 du matin, la voisine d'Amanda a signalé l'incident dans son appartement au service d'urgence. Selon la femme, elle a été réveillée par le bruit vers 4h30. Quand elle a remarqué que son téléphone avait disparu de sa chambre, elle est allée vérifier l'appartement et a pu voir des inconnus quitter le bâtiment par la porte vitrée. Lors de l'inventaire, elle a constaté qu'il manquait un ordinateur portable, un sac et des clés. L'appartement était sans dessus-dessous, les plantes d'intérieur renversées. Plus tard, on a découvert qu'une voiture avait également disparu du parking. Les intrus avaient utilisé les clés trouvées dans l'appartement. Cette information a éveillé l'intérêt des enquêteurs. En examinant les enregistrements de surveillance du lieu de l'incident, ils ont vu 2 inconnus entrer pendant qu'un 3e attendait à l'entrée. Il est notable que pendant l'incident lui-même, la caméra était désactivée. À 8h17, un autre appel d'urgence est arrivé. Cette fois, d'un résident de la même rue où vivaient Amanda et Davé. Lui aussi a signalé des visiteurs non invités. Ce voisin avait également installé une caméra, mais elle a été désactivée à 5h36, ce qui n'a pas permis d'obtenir des enregistrements exploitables. La liste des objets disparus était inhabituelle. Outre 4 téléviseurs, un ordinateur portable, un collier de perles Tiffany et un pull rose, une télécommande manquait. Comme il n'y avait pas de caméra de surveillance près de la maison d'Amanda, les enquêteurs ont dû procéder différemment. Ils ont commencé par un interrogatoire porte-à-porte dans le voisinage et ont demandé aux résidents s'ils avaient remarqué des incidents inhabituels ce matin-là. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Un résident a partagé des informations importantes. Environ 1 heure avant 7h du matin, il a remarqué un passant suspect portant un sweat à capuche noire qui cachait soigneusement son visage sous la capuche. Cette personne se déplaçait à proximité immédiate de la résidence d'Amanda. Un autre témoin a confirmé avoir également vu un étranger qui marchait dans la rue en parlant fort au téléphone. Vers 7h, un 3e témoin a observé une scène étrange. Un inconnu a attelé un véhicule étranger à sa voiture et est parti avec. Heureusement, ce moment a été enregistré par une caméra de rue. Une autre voisine a partagé des observations troublantes. Alors qu'elle était chez elle vers 6h40, elle a entendu 2 bruits forts qui ressemblaient à des détonations, suivis d'un cri féminin. Naturellement, le mari d'Amanda fut le premier suspect. Cependant, il a affirmé qu'il se trouvait à la salle de sport à ce moment-là. Les enquêteurs ont dû vérifier sa déclaration. Ils se sont rendus au club de sport pour vérifier la présence de Davy. Sa présence au gymnase a été confirmée. Son entourage a décrit Davy exclusivement de manière positive. Un pasteur digne, un père de famille exemplaire. Les proches ont catégoriquement rejeté la possibilité de sa participation à des conflits domestiques. Les officiers ont disculpé le mari. Parallèlement, ils ont commencé à rechercher la voiture qui avait été emmenée, espérant que cette piste mènerait à la résolution. Le véhicule a été retrouvé assez rapidement. Il était garé au bord de la route non loin de la maison d'Amanda.
Lors de l'examen de l'intérieur, un reçu de distributeur automatique trouvé sur le sol côté passager a attiré l'attention. Le document montrait une transaction échouée à 6h36 du matin. Les derniers chiffres de la carte sur le reçu correspondaient au numéro de carte d'Amanda. Cette découverte a confirmé le lien entre tous les incidents. Apparemment, Amanda était tombée par hasard sur un intrus chez elle qui, à l'origine, ne voulait que voler des objets de valeur. L'enquête a révélé que plusieurs personnes étaient impliquées dans cet incident. Cela a été confirmé par les enregistrements de surveillance de la maison qui a été cambriolée. Une découverte intéressante fut un pull rose pour femme, trouvé sur le siège conducteur du véhicule saisi. Lors de la fouille du coffre de cette voiture, ont été trouvées une télécommande, un pull vert pour homme taille 20 XL, un ensemble de linge de lit et un sac d'orange. Les experts ont prélevé des échantillons du pull et de différents endroits de l'habitacle. Au cours de l'enquête, il s'est avéré que les visiteurs indésirables sont apparus dans la maison presque immédiatement après que le mari d'Amanda, Dave, soit parti à la salle de sport. Après 30 minutes, quelqu'un a essayé d'utiliser la carte bancaire de la propriétaire. Les officiers ont localisé le distributeur automatique où une tentative de retrait de $500 a été effectuée à 6h36 du matin. En examinant les enregistrements, ils ont remarqué un inconnu au volant d'une Chrysler Sebring argentée. La même voiture a été enregistrée par les caméras près de la maison d'Amanda. La personne au distributeur automatique cachait son visage avec un pull rose et une capuche. Sur les enregistrements d'un distributeur automatique voisin, le même inconnu est apparu. Là, il a réussi à retirer $400 à 6h54 du matin. Le 17 novembre, les résultats de l'analyse étaient disponibles. Après une vérification dans la base de données, une correspondance a été trouvée. Les données pointaient vers Jalyn Watson, âgé de 21 ans. Il venait d'être libéré, le 6 août. Il avait été libéré par anticipation de sa détention pour violation de domicile. En enquêtant sur ses réseaux sociaux, les enquêteurs ont découvert un lien avec Diane Gordon, âgé de 24 ans. Par une coïncidence étonnante, il avait également été récemment libéré en conditionnel pour un délit similaire. Il s'est avéré qu'ils avaient travaillé ensemble auparavant. Ces deux-là sont devenus les principaux suspects dans l'affaire. L'analyse de leurs données téléphoniques a montré que les appareils ont été détectés à partir de 4h40 du matin par une tour de téléphonie près de la première maison où les intrus sont entrés. Ensuite, le signal s'est déplacé vers une tour près de la résidence d'Amanda. Après cela, les téléphones ont été enregistrés dans la zone du même distributeur automatique où la carte étrangère a été utilisée. Au cours de l'enquête, les officiers ont découvert un numéro de téléphone portable supplémentaire qui se déplaçait sur le même itinéraire ce matin-là. La propriétaire était la sœur d'un jeune homme, Larry Taylor Jr., âgé de 18 ans. Le jeune homme avait déjà eu des problèmes avec la loi. Il avait été précédemment accusé de comportement inapproprié après un incident avec une femme dans un parking. Lorsque les enquêteurs ont rendu visite à la sœur de Larry, elle a partagé des informations importantes. Jalyn, Diane et son frère étaient des amis de longue date qui faisaient souvent des choses ensemble. La veille de l'incident, tous les trois étaient dans son appartement et l'ont quitté vers 3h30 du matin le 10 novembre. Lors de l'inspection des lieux, les enquêteurs ont remarqué un gilet sombre. La jeune femme a confirmé qu'il s'agissait du vêtement préféré de Jalyn qu'il portait ce matin-là. Le même vêtement a également été observé sur les enregistrements des caméras de rue. De plus, la sœur a remis aux officiers de l'équipement de tir que Jalyn ou Diane avaient laissé sous son lit. L'appareil a été envoyé pour analyse. Plus tard, un autre témoin s'est manifesté, souhaitant rester anonyme. Il a rapporté avoir vu le trio ce matin-là, Larry portant un objet. Selon son témoignage, Jalyn portait effectivement le gilet sombre.
L'informateur a décrit en détail comment le groupe est entré dans la première maison. Pendant que la propriétaire dormait, ils ont pris le téléphone et les clés de voiture. Conscients du risque d'être découverts, ils avaient préalablement désactivé les caméras de surveillance. Selon l'informateur, Larry a exprimé l'intention d'agir contre la femme car il craignait d'avoir été filmé par les caméras ou qu'elle aurait pu le voir. Cependant, Jalin et Diana l'en ont dissuadé, ce qui a sauvé la propriétaire de la maison de tout préjudice. Mais le groupe ne s'est pas contenté de cela. À la recherche de plus de butin, ils sont entrés dans une deuxième maison. Insatisfaits du résultat, ils se sont rendus à l'appartement d'Amanda. L'informateur a précisé que seuls Larry et Jalin sont entrés, tandis que Diane attendait dans la voiture dans l'allée. Après une enquête approfondie, les autorités ont arrêté 3 suspects, Larry, Jalin et Diane. Des accusations graves ont été portées contre chacun d'eux. Larry a été accusé de 13 chefs d'accusation, notamment d'actes illégaux, de violation de domicile, d'infraction au règlement sur les armes et de délits contre la propriété. Jalin a été accusé de 10 délits, dont violation de domicile et utilisation non autorisée d'un véhicule. Diane a également été accusée de violation de domicile. Initialement, les détenus ont nié leur participation, mais les preuves, y compris l'analyse ADN, indiquaient leur présence sur la scène du crime. Au cours de l'enquête, de nouvelles circonstances sont apparues. Il s'est avéré que Larry était potentiellement impliqué dans un incident avec Rolando González Hernández, un homme de 27 ans. Rolando a été retrouvé avec une grave blessure à côté de sa voiture dans un complexe résidentiel. Des témoins ont rapporté aux autorités l'aveu de Larry d'avoir commis un crime dans le même complexe résidentiel. L'incident avec Rolando s'est produit le 4 novembre, une semaine avant l'incident avec Amanda. Un autre témoin a rapporté que Larry était précédemment entré dans la maison d'une femme et avait commis des actes illégaux sous la menace d'une arme. Amanda a également été retrouvée dans un état préoccupant. Cela indiquait les intentions malveillantes de Larry, mais probablement que l'apparition du mari d'Amanda a forcé les auteurs à fuir précipitamment la scène du crime. Après ces révélations, Larry a reçu des accusations supplémentaires liées à l'incident avec Rolando et d'autres délits. Après un certain temps, Diane et Jalin ont décidé de coopérer avec les enquêteurs. Selon l'accord, ils témoigneraient contre Larry, qu'ils considéraient comme le plus dangereux, en échange d'accusations plus légères. Selon leur témoignage, ils n'avaient initialement prévu qu'un vol, mais ont rencontré Amanda de manière inattendue. Diane et Jalin ont quitté la maison pendant que Larry est resté. Il a exercé de la violence contre Amanda, après quoi elle a perdu connaissance. À ce moment-là, il a pris ses cartes bancaires. Les complices attendaient dans la voiture. Quand ils ont vu la voiture du mari d'Amanda approcher, tous ont fui précipitamment. Ensuite, des actions irrévocables de Larry ont suivi, mais ses complices avaient déjà quitté la scène du crime. Plus tard, dans l'appartement de sa sœur, Larry a raconté aux complices ce qui s'était passé. Selon ses paroles, Amanda a repris conscience et a essayé de se défendre. Il a décrit ses actions avec une inquiétante tranquillité, ce qui a horrifié ses complices. Larry les a forcés à garder le silence en leur rappelant constamment les liens familiaux. Après le procès, Jalin a été condamné à 29 ans de prison, tandis que Diane a reçu 30 ans. La première audience dans l'affaire Larry en décembre 2021 a été déclarée nulle. Le procès final a eu lieu en octobre 2022. Les preuves principales étaient les témoignages de Diane et Jalin, les données du téléphone portable de Larry et les déclarations d'autres témoins. Le tribunal a déclaré Larry Taylor coupable de crimes graves, de vol et de possession illégale d'armes à feu. Il a été condamné à 86 ans de prison.
L'accusation n'a pas pu prouver sa participation à un incident avec une autre femme. Cependant, les proches d'Amanda ne croyaient pas que tout soit arrivé juste à cause d'une tentative ordinaire de s'approprier des objets de valeur. Les parents étaient convaincus que le mari d'Amanda était derrière tout ça. Selon eux, il avait engagé ces personnes et son comportement ne faisait que confirmer les soupçons. Peu avant l'incident, le mari avait souscrit une assurance élevée pour Amanda, bien qu'il ne l'ait jamais fait auparavant. Il l'a expliqué en disant que sa femme attendait leur deuxième enfant et qu'il voulait s'assurer en cas de complications. Après l'incident, Dave a immédiatement demandé le paiement et a reçu l'argent. Il en a tiré un profit considérable et n'y voyait rien d'inhabituel. Les proches endeuillés d'Amanda ont remarqué quelque chose d'étrange. Le mari ne semblait pas affligé. Au contraire, il a utilisé la situation pour gagner en notoriété. Dave a commencé à tenir un blog, a lancé un podcast et créé un site web appelé « Rien n'était en vain ». Il a voyagé à travers le pays en donnant des conférences, parlant de sa vie et de ce qui était arrivé à sa femme, présentant tout comme un événement avec une signification particulière. Il a fait graver la même phrase « Rien n'était en vain » sur la pierre tombale d'Amanda. Dans son blog, Dave a décrit en détail ce matin-là quand il a trouvé sa femme. De nombreux détails semblaient étranges. Il se référait à leur maison commune comme « ma maison ». Sa formulation concernant l'appel au 911 était également troublante. Dès que j'ai pu. Personne ne comprenait pourquoi il y avait eu un retard dans l'appel des services d'urgence. Plus tard, il s'est avéré que le retard était effectivement significatif. Selon sa déclaration à la police, il a passé environ 1 heure dans la voiture devant la maison avant d'entrer. Dave l'a expliqué par l'heure matinale. Soi-disant, il ne voulait pas réveiller la famille et est donc resté dans la voiture pour téléphoner. Cependant, il n'a pas pu expliquer de manière convaincante de quoi traitait cette longue conversation. Les proches d'Amanda ont remarqué une série d'étranges coïncidences ce matin-là. Dans la maison se trouvait leur animal de compagnie, un grand boxeur. Les voisins se souvenaient bien de ses aboiements inhabituellement forts et persistants. Apparemment, le chien essayait de cette manière d'alerter sur la présence d'étrangers dans la maison. Ces aboiements inquiets ont incité les voisins à prêter attention à ce qui se passait. Beaucoup d'entre eux ont également entendu des bruits étranges venant de l'intérieur. À ce moment-là, le mari d'Amanda se trouvait près de la maison. Mais selon ses dires, il n'a rien remarqué de suspect. Il s'asseyait tantôt dans la voiture, tantôt en sortait et regardait par les fenêtres. Ce qui a attiré l'attention des voisins inquiets qui observèrent la maison en raison des aboiements continus. Les proches d'Amanda trouvent son comportement inexplicable. Selon eux, Dave a délibérément attendu que les visiteurs indésirables quittent la maison. Un autre mystère. Pourquoi un chien aussi sérieux qu'un boxeur n'aboyait-il qu'après les étrangers au lieu de protéger sa maîtresse? La famille soupçonne. Dave avait enfermé le chien dans une autre pièce avant de partir, d'où il ne pouvait pas s'échapper. Quand le chien a entendu des bruits suspects, il a essayé d'attirer l'attention en aboyant jusqu'à ce que Dave revienne et ouvre la porte. Il reste également peu clair pourquoi les inconnus ont choisi précisément cette maison. Étrangement, quand ils ont vu le grand chien, ils n'ont pas changé d'avis. Ils ont poursuivi leur plan. Et curieusement, le chien n'a pas du tout réagi à leur présence. Plus tard, cependant, ils ont été effrayés par le bruit d'une voiture qui approchait. Les proches d'Amanda n'ont pas pu trouver d'explication logique à cela. Le comportement inhabituel du mari a suscité des soupçons particuliers. Dave, connu pour sa ponctualité, s'est soudainement écarté de sa routine habituelle. Il s'est réveillé comme d'habitude à 4h30, mais n'est parti qu'à 6h, alors qu'il était normalement déjà à la salle de sport à 5h30.
La raison du retard d'une demi-heure est restée inconnue. Son entraînement ce jour-là a été plus court que d'habitude, mais il n'a pas fourni d'explication compréhensible pour cela. La famille d'Amanda souligne: pour un étranger, de tels détails peuvent sembler insignifiants, mais pas pour Dave, un perfectionniste pédant, exigeant envers lui-même et les autres, qui maintient son emploi du temps à la minute près. Les proches d'Amanda sont déconcertés par les étranges circonstances de l'incident. Ils s'inquiètent du fait que les auteurs ne se sont intéressés qu'à elle, bien qu'une autre voisine les ait également remarqués ce jour-là et qu'il ne lui soit rien arrivé. Il y a des doutes sur la version officielle selon laquelle Amanda s'est réveillée tôt et a rencontré par hasard les visiteurs non invités. Normalement, elle se réveillait plus tard et contactait immédiatement ses parents. Mais ce jour-là, il n'y avait aucune activité sur ses réseaux sociaux et elle n'a passé aucun appel. Tout indiquait qu'elle se reposait encore pendant l'intrusion dans la maison. Les proches d'Amanda soupçonnent que la mise en scène d'un délit contre les biens a été délibérément créée pour égarer l'enquête. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune autre victime des actions de Larry, ce qui remettait en question la version officielle des événements. En examinant les réseaux sociaux des condamnés, la famille d'Amanda a découvert une connexion inattendue. Parmi leurs contacts se trouvaient Dave et quelques connaissances communes. Cette découverte leur a causé une grande inquiétude. Selon les proches, Dave aurait pu connaître ce groupe de délinquants qui avaient déjà purgé une peine pour des actes similaires. Ils soupçonnent qu'il aurait pu les approcher sous prétexte d'enrichissement matériel commun pour obtenir de l'aide dans la résolution de problèmes personnels. En effet, il régnait une atmosphère tendue dans la famille Blackburn. Des rumeurs circulaient sur une possible infidélité du mari. Dave faisait preuve d'irrespect envers Amanda, se permettait des grossièretés et même des impacts physiques. Mais elle, en tant qu'épouse d'un ecclésiastique, pardonnait tout. Un signal particulièrement inquiétant pour les proches fut que Dave forma une nouvelle famille peu après les tristes événements. Dave mentionne dans son blog qu'il a attendu 1 an après avoir perdu son épouse avant de penser à de nouvelles relations. Le destin l'a réuni avec Christy, qui a commencé à fréquenter sa congrégation à l'automne 2016. Au cours de leur conversation, une coïncidence étonnante s'est révélée. Son beau-père habitait près de l'ancienne maison de Dave et Amanda. Pour Dave, un homme profondément religieux, c'était un signe du ciel, comme si le destin lui-même avait amené Christy dans sa vie. Leur amitié s'est transformée en relation romantique et après 1 an, ils se sont mariés. Cependant, plus tard, des détails inattendus ont fait surface. Le beau-père de Christy connaissait bien les 3 personnes dont les actions ont conduit aux événements avec Amanda. Mais le plus intéressant est venu plus tard. L'histoire de la rencontre entre Dave et Christy était très différente de celle qu'il racontait. Ils fréquentaient le même club de fitness, précisément celui où Dave se trouvait le jour fatidique d'Amanda. Plusieurs personnes ont confirmé les avoir vus ensemble bien avant la tragédie dans la famille Blackburn, et apparemment, il existait déjà à l'époque une connexion spéciale entre eux. Les proches d'Amanda croient que c'est là que réside la clé de toute l'histoire. Selon eux, Dave, en tant que personne profondément religieuse, ne pouvait pas permettre un divorce. Cela aurait conduit à la condamnation dans leur congrégation. Il cherchait peut-être une autre issue à la situation qui lui aurait permis de préserver sa réputation et d'obtenir un avantage financier. Les proches d'Amanda ont tenté d'attirer l'attention des forces de l'ordre sur ces faits, mais leurs tentatives sont restées vaines. L'enquête était déjà close, d'autres ont été déclarés coupables, et la réputation du pasteur respecté était restée intacte. Les histoires familiales cachent parfois derrière des portes fermées des choses difficiles à imaginer pour les étrangers. Ce qui commence comme un magnifique conte de fées amoureux peut évoluer de manière totalement inattendue. C'est précisément ce destin qui a frappé le couple Winkler
dont la vie commune est devenue le personnage principal du final dramatique de leur histoire conjugale. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre ces événements complexes qui ont changé à jamais la vie de cette famille. L'histoire a commencé en novembre 1974 dans la petite ville de Huntington, Tennessee. C'est là que le plus jeune fils, Matthew, est né dans la famille Winkler. Son frère aîné s'appelait Daniel. La ville où il vivait était très petite, moins de 5000 habitants, mais la famille Winkler y occupait une position particulière. Leur dynastie était étroitement liée à l'Église pendant 3 générations. Le grand-père de Matthew ne servait pas seulement à l'Église, mais dirigeait aussi une école de prédicateurs et avait écrit plusieurs œuvres sur la théologie biblique. Le père des garçons, Dan, a poursuivi la vocation familiale et a commencé son chemin 5 ans avant la naissance de son plus jeune fils. Encore lycéen, Dan a commencé la construction d'une petite église qu'il a terminée pendant ses études universitaires. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a rencontré sa future femme, Diana. En 1970, ils ont fondé une famille et bientôt les fils sont nés. Le service du père nécessitait de fréquents déménagements, même dans d'autres États. Cela a renforcé le caractère de tous les membres de la famille. Finalement, les Winkler se sont installés à Austin, Texas. Ici, Matthew a enfin pu fréquenter le lycée tranquillement. Le jeune homme s'intéressait au sport, particulièrement au football, et s'entraînait régulièrement à la salle de sport. Sa nature énergique et ses capacités créatives se sont exprimées dans les spectacles de marionnettes de l'église. Son caractère sociable et amical l'a rendu populaire auprès de ses pairs. Bien qu'il ne brillait pas à l'école comme son frère aîné, il était respecté dans la communauté. Après l'école, ses parents l'ont invité à servir dans l'église, ce qui est devenu sa première étape vers le rôle de pasteur. Pour sa formation ultérieure, Matthew a choisi l'université Freed-Harmon à Henderson, Tennessee, une institution moderne qui attirait les jeunes avec une vision fraîche des valeurs traditionnelles. De l'extérieur, la famille semblait parfaite, bien que le père maintint une discipline stricte et une hiérarchie claire, ce qui semblait raisonnable pour l'éducation de 2 fils. L'année 1993 a apporté de nouveaux changements. La famille a déménagé à Nashville, Tennessee, où Dan a servi pendant 11 ans. C'est là que Matthew a rencontré son destin. La modeste mais charmante étudiante Mary Carol Freeman, qui était un peu plus âgée que lui. Leur romance s'est développée rapidement. Après 3 mois, Mary a présenté son bien-aimé à ses parents. Le jeune homme a fait une excellente impression sur la famille religieuse de la jeune femme et a reçu leur bénédiction. Moins de 6 mois plus tard, Matthew lui a fait sa demande en mariage. Le couple a scellé leur relation le 20 avril 1994. Dans la famille Freeman très religieuse de Knoxville, Tennessee, Mary est née en l'an 1973. Son père, pasteur de l'Église du Christ, avait établi des règles strictes dans la famille que tous suivaient inconditionnellement. Avec le temps, la famille s'est agrandie. Patricia est née. Elle a sans fait face à de sérieux défis. Paralysie cérébrale, méningite spinale et encéphalite ont entravé son développement. Les parents ont fait tous les efforts pour aider leur fille. Grâce à leurs efforts, elle a appris à lire, même si elle ne comprenait pas toujours ce qu'elle lisait. Les sœurs étaient inséparables. Mary dormait même à côté de sa petite sœur pour veiller sur son sommeil. Mary a développé un caractère calme et obéissant. Pendant ces années d'école primaire, la famille a fait un pas important. Ils ont accueilli Shannon d'une famille nombreuse. Ses frères et sœurs vivaient chez d'autres parents d'accueil. Plus tard, tous les enfants ont été réunis avec leurs parents biologiques.
Le printemps 1987 a apporté une dure épreuve dans la vie de Mary, âgée de 13 ans. Le 15 avril, Patricia a subi une crise cardiaque pendant son bain. Après cet événement, Mary a commencé à voir un psychologue scolaire pour faire face à sa douleur émotionnelle. Quand le père l'a appris, il a interdit aux spécialistes de travailler avec sa fille et a insisté sur le fait que seuls les parents devraient aider l'enfant. Sans soutien professionnel, Mary était restée seule avec ses sentiments, ce qui a conduit au développement d'un stress post-traumatique et d'autres difficultés émotionnelles. En même temps, la situation dans la famille d'origine de Shannon s'est détériorée et les services sociaux ont définitivement retiré les enfants. Les Winkler ont pu adopter officiellement non seulement Shannon, mais aussi tous ses frères et sœurs. Mary, en tant qu'aînée, aidait volontiers sa mère à s'occuper des plus jeunes. Bientôt, Mattie est entrée dans la vie de Mary. Leur premier amour était si fort que les jeunes manquaient souvent les cours pour se voir. Quand ils ont appris la grossesse attendue, ils ont quitté l'école et se sont mariés, emménageant dans un petit appartement à Knoxville, non loin des parents de Mary. Mattie a trouvé du travail dans la construction. La charge physique inhabituelle et les nouvelles responsabilités familiales lui étaient difficiles. Il montrait un mécontentement croissant dans ses relations avec sa femme, qui ne comprenait pas les raisons de son irritabilité. Peut-être que le jeune homme souffrait d'avoir été forcé d'abandonner l'école et de travailler. Alors que ses pères profitèrent d'une jeunesse insouciante, la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille pesait sur les épaules de Mattie. Dans une petite ville, la famille Winkler traversait des épreuves difficiles. Mattie, fatiguée de son travail précédent, commença à chercher un nouveau poste dans sa région natale. Le destin mit la famille face à une sérieuse épreuve. La mère de Mary fut diagnostiquée d'une grave maladie. Au même moment, Mary attendait son deuxième enfant. Malgré tous les efforts des médecins de la clinique spécialisée et le soutien de la famille, la mère de Mary quitta ce monde au printemps 99. Ce fut une période difficile pour la grande famille. Il était difficile pour le père de s'occuper seul de 5 enfants. Les frères et sœurs adoptifs se tournaient de plus en plus vers Mary pour obtenir du soutien. Elle essayait d'aider, mais sa propre grossesse et les soins de l'enfant demandaient beaucoup d'énergie. Au début de l'été 99, la jeune famille Winkler décida de chercher son propre appartement. Les finances y étaient limitées. Ils choisirent donc une petite maison en construction dans le minuscule Pegram, où vivaient seulement 2000 personnes. L'église où Mattie obtint un poste de pasteur était à 15 km. Au moment de la naissance de leur deuxième fille, la famille s'était déjà installée dans la nouvelle maison. Après l'accouchement, Mary lutta contre des difficultés émotionnelles. En plus de s'occuper de ses propres enfants, elle continuait à prendre soin de ses frères et sœurs adoptifs. Son tempérament changeant causait du mécontentement non seulement chez Mary, mais aussi chez Mattie. Le mari avait un caractère dominant et insistait sur ses règles, trouvant du soutien auprès de sa femme. Plus tard, le lien de Mary avec sa famille se rompit, probablement en raison de la pression constante de leur part et des souhaits de son mari. Les connaissances décrivaient Mary comme une personne modeste, domestique et quelque peu inhabituelle. Les contacts sociaux lui étaient difficiles. Elle se tenait à l'écart et allait rarement vers les autres. Son humeur changeait souvent, ce qui pouvait provoquer la désapprobation de son mari. Son ascension professionnelle pendant cette période ajouta des tensions supplémentaires à la famille. Les deux époux traversèrent des moments difficiles. Matthew décida de déménager plus loin des parents de sa femme pour réduire leur influence sur la vie familiale. Après le déménagement de Pegram, la relation entre les époux s'améliora considérablement. Mary se souvenait de cette phase comme difficile, mais elle était heureuse que son mari et elle aient surmonté les difficultés et maintenu la famille unie. Ils achetèrent une maison dans la petite ville voisine de McMinnville.
Mary se préparait à nouveau à devenir mère et rêvait d'une grande famille comme celle qu'elle avait eue dans son enfance. Malheureusement, la grossesse se termina prématurément. Dans leur nouveau lieu de vie, ils étaient entourés de voisins sympathiques qui aidaient Mary dans les tâches ménagères. Ils traitaient les enfants Winkler avec autant de chaleur que s'ils étaient leurs grands-parents. Matthew développait avec succès sa carrière spirituelle en tant que pasteur, ce qui nécessitait de fréquents voyages et de longues absences du domicile. Il espérait diriger l'église locale. Son épouse décida de soutenir le budget familial et prit un emploi à temps partiel. Aux yeux du public, ils étaient un couple religieux exemplaire. Durant cette période, Matthew enseignait également la Bible à l'école chrétienne Boyd. Ses collègues appréciaient son professionnalisme et sa capacité à inspirer les fidèles à suivre les traditions religieuses. Extérieurement, il jouissait d'un respect général. Cependant, les collègues qui travaillaient étroitement avec lui remarquaient son arrogance et l'atmosphère tendue qui se créait à son arrivée au bureau. Bien que sa femme lui apportât son déjeuner tous les jours, son comportement envers elle inquiétait son entourage. La secrétaire osa même exprimer son mécontentement à Matthew, car elle considérait un tel comportement inapproprié pour un mentor spirituel. Mais personne ne soupçonnait ce qui se passait derrière les portes closes de leur maison, où se révélait un tout autre aspect de son caractère. La situation changea lorsqu'une marque fut remarquée sur le visage de son épouse à la mairie. Cela suscita l'inquiétude des résidents. Elle le qualifia de coïncidence et évita les explications détaillées. Des discussions sur le comportement inapproprié de Matthew à la maison commencèrent à circuler. Cela affecta probablement sa carrière. En l'an 2004, il dut renoncer à son poste de pasteur. À sa place, on invita un autre prédicateur à la réputation irréprochable. Cela affecta durement Matthew, qui était maintenant sans emploi. La famille Winkler décida de déménager dans une autre ville pour recommencer à zéro. Là-bas, il trouva un poste dans l'église locale. À cette époque, ils reçurent une heureuse nouvelle. Mary attendait un enfant. Cependant, des difficultés surgirent également dans le nouvel endroit. Juste après le déménagement, des désaccords commencèrent avec les voisins à cause d'un chien derrière la clôture. Matthew s'inquiétait pour la sécurité. Son comportement dans la nouvelle église était notablement différent de son ancien poste. L'entourage le voyait comme un mari attentif et aimant, le chef d'une famille aisée. Il s'efforçait de maintenir cette image. Cela était confirmé par les amis proches de la famille Brad et Glenn, avec qui les Winkler passaient souvent du temps. Lors de l'anniversaire de mariage du couple, Glenn et Brad parlèrent de l'acquisition d'équipements de tir pour la protection. Mary mentionna son expérience de visite du stand de tir avec son mari. Ils avaient aussi un tel dispositif de protection chez eux, et les époux approuvaient cette décision de leurs amis. Plus tard, des événements étranges commencèrent dans la famille. Durant cette période, Mary, qui venait de devenir mère, s'inscrivit à l'université pédagogique. Elle aspirait à obtenir une éducation et à commencer une carrière. Mary rêvait de se consacrer à l'aide aux enfants ayant des besoins particuliers. Le 1er décembre 2005, Mary reçut une lettre inhabituelle. Un chèque de loterie avec un gain substantiel. Portée par cette chance inattendue, elle prit un risque. Elle emprunta de l'argent pour payer la prime d'assurance, puis s'adressa à la banque pour un montant supplémentaire en attendant le paiement du prétendu gain. La réalité s'avéra beaucoup moins rose. Le chèque était faux. Dans une tentative de sortir de cette situation difficile, Mary effectua une transaction bancaire douteuse de 6 500 $. Son plan était trop simple et attira bientôt l'attention de la sécurité bancaire. Début février 2006, il devint clair que la transaction financière n'avait pas passé la vérification.
À la recherche d'une issue, Mary loua une boîte postale et changea son adresse de correspondance à la banque. Cela indiquait son intention de répéter le schéma risqué. Elle ouvrit même un nouveau compte avec des coordonnées minimales, uniquement téléphone mobile et adresse postale. Il n'y avait que 100 $ sur le compte. À l'agence bancaire, Mary tenta de retirer 7 000 $ pour régler sa dette précédente. Ensuite, elle changea l'adresse de livraison pour la nouvelle boîte postale. Au même moment, son mari Matthew reçut de bonnes nouvelles de son père concernant l'amélioration de leur situation financière. Il ne se doutait pas de la situation difficile que sa femme avait créée. La famille y avait presque réglé ses dettes grâce à une indemnisation que Matthew avait reçue après un incident dans la rue quelques mois auparavant. Pendant que le chef de famille tentait de consolider leur situation financière, sa femme s'empêtrait dans des aventures risquées. Il semblait qu'elle essayait sincèrement de corriger la situation, mais elle ne faisait que la compliquer davantage. Le lendemain, la banque contacta Mary. On lui expliqua que l'opération violait la loi et que les fonds demandés n'étaient à pas sur le compte. Les employés insistèrent pour qu'elle vienne avec son mari pour un entretien avec le directeur. Au lieu de discuter du problème avec son mari, Mary continua de tout garder secret. Le directeur proposa un prêt de 5 000 $ pour régler les dettes. Cependant, comme il s'agissait d'un compte joint, Mary ne pouvait pas prendre de décision seule. Elle quitta la banque sans solution au problème. Plus tard, la banque la recontacta et l'avertit d'un possible signalement aux autorités. On lui proposa à nouveau un prêt pour régler la situation des chèques douteux. Mary promit de réfléchir à l'offre. Pendant qu'elle réfléchissait à la situation créée, quelque chose d'imprévu se produisit. Le 22 mars 2006, la famille Winkler devait assister à un important service religieux. Les membres de la congrégation attendaient toute la famille, les parents et leurs 3 filles, qui passaient habituellement du temps avec d'autres enfants pendant le service. Cependant, aucun d'entre eux n'est apparu à l'heure prévue. Cela a causé de l'inquiétude parmi les membres de la congrégation, car la pieuse famille du pasteur n'avait jamais manqué de tels événements auparavant. Après avoir attendu un moment, l'ancien a essayé de les appeler chez eux, mais sans succès. Ce comportement était totalement atypique pour les serviteurs de l'Église, d'autant plus que Matthew devait donner un sermon important ce jour-là. Les fidèles inquiets ont senti que quelque chose n'allait pas. L'un des serviteurs de l'Église s'est rendu à la maison de Matthew et Mary pour voir si tout allait bien. Les lumières de la maison étaient allumées et la télévision fonctionnait fort, mais personne ne répondait ni à la sonnette, ni au coup. Quand l'homme a regardé par les fenêtres, il n'a rien pu voir. Il a demandé l'aide des voisins et d'autres collègues de l'église. Après une longue recherche, des clés de rechange ont été trouvées dans le bâtiment de service. Vers 9 heures du soir, ils ont réussi à entrer dans la maison. Ce que les serviteurs de l'église ont vu les a mis en état de choc. Dans la chambre, ils ont trouvé Matthew immobile. Le pasteur portait un pyjama, ce qui suggérait que l'incident s'était produit pendant qu'il dormait. À ce moment-là, l'homme avait 31 ans. Les serviteurs de l'Église ont immédiatement composé le 911. Les spécialistes arrivés ont examiné la scène. Les enquêteurs ont dû demander aux voisins curieux de quitter les lieux. Les enquêteurs ont commencé leur travail, bien que la présence de personnes non autorisées ait rendu la recherche d'indices plus difficile. L'absence de Mary et des enfants, ainsi que de la voiture familiale, était particulièrement préoccupante. Leur localisation restait inconnue. Les membres de la congrégation s'inquiétaient de leur sort et ne comprenaient pas ce qui avait pu arriver à la famille du pasteur respecté de tous. Malgré certaines particularités de caractère, les époux Winkler avaient toujours bien traité leurs prochains et jouissaient d'un respect mérité dans la congrégation. Les autorités ont lancé une recherche urgente de tous les membres de la famille, inquiètes pour leur bien-être. À ce moment-là,
personne ne se doutait des événements réels dans cette maison. Lors de l'enquête, les détectives ont découvert de graves irrégularités financières de la part de Mary. Sa réputation n'était pas aussi irréprochable qu'il y paraissait initialement. Ces découvertes ont changé le cours de l'enquête. La femme n'était plus considérée uniquement comme une victime potentielle, mais aussi comme suspecte de fraude documentaire. La recherche de Mary, des enfants et de leur véhicule a été immédiatement lancée. Les experts ont pu localiser son téléphone portable le jour même. Le signal provenait d'Orange Beach, une ville côtière de l'Alabama, à environ 600 km de leur domicile. Les agents locaux ont reçu un avis de recherche. Le 23 mars, le minivan des Winkler a attiré l'attention des autorités en raison d'une mauvaise manœuvre. Vers 19h30, 3 voitures de police ont encerclé le véhicule de Mary sur le parking d'un supermarché. Les policiers ont procédé avec une extrême prudence car il y avait des enfants dans le véhicule. Mary elle-même était au volant. Lors de son arrestation, elle a gardé un calme étonnant, a écouté ses droits sans émotion et s'est rendue au poste avec les enfants. À l'intérieur du minivan, on a trouvé du matériel de chasse, le même qui avait joué un rôle dans l'affaire. Les enfants de Mary, Patricia, 8 ans, Mary Alice, 6 ans, et Brianna, 1 an, étaient dans un état de confusion. Les filles aînées ont raconté la même histoire. Un inconnu était entré dans leur maison, leur mère s'était armée pour se défendre, mais l'étranger avait blessé leur père. Ils avaient dû fuir précipitamment pour échapper à une poursuite. Les filles étaient convaincues ces temps-ci que leur père recevait des soins médicaux. Mary a fourni des contacts parmi les parents qui étaient prêts à s'occuper temporairement des enfants. En 2 jours, elle avait parcouru une distance considérable avec eux et organisé de véritables vacances avec des visites de piscines et de parcs d'attractions. Il semblait qu'elle voulait passer autant de temps que possible avec les enfants avant l'inévitable rencontre avec la police. Cependant, ces actions n'ont fait qu'aggraver sa situation. La situation semblait grave. Outre la falsification de documents et les poursuites pénales, elle devait expliquer les circonstances mystérieuses dans la maison et l'état de son mari. Le matin suivant son arrestation, Mary décida de raconter sa version des événements. Elle raconta qu'il y avait eu un petit malentendu avec son mari dans la soirée, après quoi ils décidèrent de se reposer dans des chambres séparées. Dans l'armoire se trouvait un moyen d'autodéfense qui se retrouva plus tard dans ses mains. Mary décrivit ce qui s'était passé comme une série de souvenirs flous, comme dans un brouillard. Elle ne se souvenait que d'un bruit fort soudain et de son mari glissant du lit. La femme souligna particulièrement qu'elle ne pouvait pas se rappeler comment exactement elle avait pris l'objet et ce qui s'était passé ensuite, et ne trouvait aucune explication à ses actions. Le procureur porta des accusations graves. Grâce à l'aide de son père, qui hypothéqua sa maison, Mary fut libérée après 5 mois sous une caution de 750 000 $. En attendant la décision du tribunal, elle déménagea dans le Tennessee, où elle travaillait dans un pressing. Selon l'accusation, les actions de Mary étaient planifiées. Elle avait préalablement désactivé le téléphone portable de son mari, le privant de la possibilité d'appeler à l'aide. Elle connaissait l'emplacement du moyen d'autodéfense dans la maison, qu'elle prit sans entrave. Les enquêteurs établirent le rôle de cet objet dans l'incident. Seul le motif de ce qui s'était passé restait peu clair. Le voisinage se demandait ce qui était arrivé à la douce et silencieuse Mary et ce qui l'avait poussée à de telles actions. Les voisins décrivaient le pasteur comme une personne droite. Les enfants confirmèrent que Matty était un père attentionné qui n'avait jamais montré d'agression envers eux ou leur mère. On n'entendait pas de conflit sérieux dans la famille. Ce soir-là, les enfants se réveillèrent à cause d'un bruit fort et allèrent voir ce qui s'était passé.
Au coin du couloir, les filles remarquèrent leur père au sol, mais leur mère, en les voyant, ferma rapidement la porte devant elles. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. L'accusation soupçonnait que Mary avait des difficultés financières qu'elle cachait soigneusement à son mari. Cela ne pouvait pas continuer ainsi longtemps. Lors de la prochaine vérification des documents bancaires, il aurait découvert les anomalies. Probablement qu'il avait déjà découvert la fraude, où elle décida d'agir préventivement. Les enquêtes révélèrent que l'histoire du chèque n'était que la pointe de l'iceberg. Mary avait envoyé de faux documents à 5 banques différentes et effectué des transactions d'un montant de 17 500 $. Les experts appellent ce schéma le kiting de chèques. C'est un type particulier de fraude financière dans lequel une personne augmente artificiellement le solde du compte en utilisant des fonds inexistants à la banque. Au cours de l'enquête, des témoins des conversations téléphoniques entre Mary et les employés de la banque ont été trouvés. Les gestionnaires ont insisté pour qu'elle vienne à une réunion sur les questions financières avec son mari. Il est remarquable que les banques aient essayé de trouver une solution pacifique sans recourir aux autorités policières. Mary évitait ces réunions et essayait de cacher la situation à son mari. Plus tard, dans la salle d'audience, elle a révoqué ses déclarations initiales, les expliquant par un état de fort stress. La défense a présenté la version selon laquelle les irrégularités financières avaient été commises par le mari lui-même, qui, selon ses dires, montrait un comportement despotique et forçait Mary à participer à des transactions douteuses. Une attention particulière a été accordée aux détails techniques de l'incident. Les défenseurs ont souligné que la préparation de l'objet aurait causé assez de bruit pour réveiller une personne endormie. Par conséquent, il a été préparé à l'avance pour son utilisation. Les avocats ont souligné que Mary ne connaissait pas l'état de l'équipement. Selon leur version, elle l'a pris uniquement pour démontrer le sérieux de ses intentions. Cependant, le procureur a exprimé des doutes sur la logique de cette explication et a questionné la pertinence de pointer un objet dangereux vers une personne endormie. Lors du procès, Mary a partagé des détails de sa vie familiale. Elle a présenté des preuves, une perruque et des chaussures à talons hauts qui ont provoqué une réaction émotionnelle chez elle directement dans la salle d'audience. Selon ses dires, son mari contrôlait chaque aspect de sa vie, jusqu'à la permission de se couper les cheveux. La peur et la honte l'ont forcé à garder le silence à ce sujet. Mary a rapporté un régime strict dans la maison et des mesures sévères pour toute déviation des règles. Elle a également exprimé son inquiétude quant au possible comportement inapproprié de son mari envers leurs enfants. En décrivant les événements de ce matin-là, Mary a raconté comment ils ont été réveillés à 6 heures par les pleurs de Brianna, âgée d'1 an. Le mari en colère l'a réveillée brutalement et lui a exigé de calmer leur fille. Quand la petite a continué à pleurer, il est allé dans la chambre d'enfant et a pris la petite pour la faire taire. Mary, inquiète pour la santé de sa fille, l'a supplié de la lui rendre. Après qu'il ait rendu la petite et soit retourné dans la chambre, Mary a couché sa fille, a pris l'objet de tir et est allée dans la chambre où l'incident fatal s'est produit. Selon les récits de Mary, les événements de cette nuit-là ne se sont gravés que de manière fragmentée dans sa mémoire. D'abord, elle a vu Matthew allongé de façon inattendue sur le sol près du lit. À ce moment-là, elle pensait qu'il avait simplement trébuché et qu'il allait bientôt la poursuivre avec colère. Effrayée, Mary s'est enfuie de la chambre et s'est cachée, écoutant les bruits dans la maison. Quand le silence s'est prolongé trop longtemps, elle est revenue prudemment voir ce qui s'était passé. C'est alors seulement qu'elle a réalisé ce qui s'était passé d'irréversible. Ses mains serraient l'objet de tir familier qui avait été acheté pour l'autodéfense. Confuse et effrayée, Mary a réveillé les enfants et a quitté précipitamment la maison. Plus tard, elle a essayé d'expliquer ses actions.
Des années de pression émotionnelle, des conflits constants et la peur pour ses enfants avaient conduit à un état de conscience altéré. Ce soir-là, Matthew était allé se coucher comme si de rien n'était après une autre crise de colère envers sa femme et les enfants. Ce fut la goutte d'eau. Mary fit l'irréversible sans être consciente de ses actions à ce moment-là. Cependant, l'accusation a présenté une image totalement différente des événements. Le procureur a jugé la version de Mary peu crédible et a souligné qu'elle différait considérablement de ses déclarations initiales. Il a admis que Matthew avait pu être un chef de famille exigeant et dominant, mais selon lui, le véritable danger venait de Mary. Le procureur a allégué qu'elle avait pris une mesure désespérée pour cacher ses manœuvres financières à son mari. Le cas complexe était entre les mains du jury. Il devait examiner des montagnes de documents, écouter de nombreux témoins et prendre l'une des décisions possibles. Les options allaient du cas le plus léger, 1 an de prison, au plus sévère, la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, avec perte de la garde. Le 19 avril 2007, après 8 heures de délibération, le jury a annoncé son verdict. Ils ont trouvé Mary coupable d'actions non intentionnelles. C'était l'option intermédiaire entre les extrêmes. Tout le monde s'attendait à ce que le tribunal impose au moins 6 ans de prison, mais la décision fut surprenante. 210 jours en tenant compte des 5 mois de détention provisoire déjà purgés. Ensuite, Mary a été envoyée dans un centre spécialisé pour réhabilitation pendant 2 mois, puis libérée. Le tribunal a justifié cette décision clémente en disant qu'il croyait aux déclarations de l'accusé concernant la pression psychologique de années qui l'avait poussé au désespoir. Les habitants de la petite ville ont montré une compréhension surprenante pour l'action de Mary. L'histoire des chaussures pour certaines danses a particulièrement impressionné le public. Les femmes locales étaient d'accord pour dire que l'obligation de porter de telles chaussures constituait une forme de coercition morale et ont exprimé leur soutien à l'accusé. Le procureur a insisté sur une peine plus sévère. Selon lui, la situation nécessitait une classification différente, car Mary avait elle-même pris la décision d'entrer armée dans la chambre. À ce moment-là, elle agissait consciemment. Cependant, ces arguments n'ont pas trouvé d'écho auprès du jury. De nombreuses demandes de l'accusation pour rouvrir l'affaire sont restées sans suite. Cette décision judiciaire a suscité une grande résonance publique, particulièrement chez les parents de Matthew, qui ont considéré le verdict comme une moquerie de la justice. En août 2008, Mary a obtenu la garde complète de ses 3 filles, qui étaient jusqu'alors chez les parents de Matthew. Une sérieuse bataille juridique s'est engagée pour le droit d'élever les enfants. Les parents ont insisté sur le fait que Mary n'était pas un modèle approprié pour les enfants, pointant ses problèmes de contrôle émotionnel et ses possibles réactions inappropriées dans des situations de stress. Néanmoins, le tribunal s'est rangé du côté de la mère. Concernant les irrégularités financières dans lesquelles son mari était prétendument impliqué et auxquelles il forçait Mary, aucune accusation n'a été portée contre elle. Elle a travaillé pendant un temps dans un pressing, puis a trouvé un emploi dans une garderie près de McMinnville. Cependant, en raison de l'attention accrue de la société et de la presse, elle ne restait nulle part longtemps. Aujourd'hui, Mary, qui a atteint l'âge de 50 ans, préfère éviter l'attention publique. L'information sur son lieu de résidence actuel reste confidentielle.